Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Jusqu'au Moyen-Âge, seuls les héros osaient chasser le sanglier, animal considéré comme redoutable et courageux, dont la viande ravissait les gastronomes. À l'image des banquets du village gaulois d'Astérix, le sanglier avait largement sa place dans notre écosystème. À partir du XIIe siècle, néanmoins, son image a changé. Et petit à petit, c'est devenu la bête noire, à tel point qu'il mobilise aujourd'hui toute l'attention des plans de chasse. En effet, en quelques décennies, l'espèce a prospéré. Trop. Et s'il n'y en avait en France que quelques dizaines de milliers en 1960, depuis les années 2000, on en compte plus d'1 million. La faute à qui ? À la disparition des prédateurs naturels ? À l'agriculture intensive, grâce à laquelle ils trouvent du maïs en abondance ? À l'introduction, dans la nature, de sangliers d'élevage pour le loisir de la chasse ? La faute à l'agrainage ? Le débat est animé en la matière et personne ne semble vraiment avoir la bonne réponse. Toujours est-il que chaque année, les sangliers causeraient entre 20 et 30 millions d'euros de dégâts à l'agriculture, mais aussi 5000 collisions en moyenne avec des véhicules. Un animal qui semble coûter cher. Alors les chasseurs ont pour mission de réduire un peu la facture. Tous les ans, ils en tuent entre 500 000 et 600 000. Et pourtant, leur nombre semble ne pas diminuer. Car une chose est sûre, le sanglier est un animal qui veut vivre. Alors, il s'adapte. Il établit des stratégies pour survivre et pour faire face à la pression humaine. Quitte à vivre plutôt la nuit. Ce n'est pas bien grave pour lui, tant qu'il vit. Parfois même, il parcourt des kilomètres et traverse des fleuves pour échapper aux humains. Celui qu'on nomme la bête noire et qu'on connaît un peu benet sous sa forme domestiquée qu'est le porc est en réalité bien plus malin qu'on ne le pense. Et pour en savoir plus, nous accueillons par téléphone le photographe animalier Bruno Pasquier. Bonjour Bruno. Bonjour Sandra. Alors Bruno, le sanglier est un animal puissant qui a entre autres la particularité d'avoir les canines qui poussent toute sa vie et qu'il peut lui-même aiguiser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fait ? Oui, les canines poussent toute leur vie. Elles peuvent atteindre jusqu'à 5 à 6 cm. En fait, il les frotte contre les canines supérieures, de telle sorte en fait, il les aiguise par frottement sur les canines supérieures. Voilà, elles ont des noms particuliers, ces dents. D'ailleurs, on parle de défense en bas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Alors, défense, justement, cou massif, avant-train puissant. Il est taillé morphologiquement pour la charge. Ce sanglier, c'est son moyen de défense le plus efficace ? Ah oui, le sanglier, c'est un bulldozer. Donc, lorsqu'il se sent menacé, il fonce. Et il renverse un peu tout sur son passage. Vu la masse, son poids et sa corpulence, effectivement, c'est son moyen de défense, c'est la charge. C'est un animal qui court vite. En gros, s'il nous charge, on a une chance de lui échapper ou pas du tout ? Toi, je ne sais pas. Moi, sans doute pas. Usain Bolt, sûrement, puisque le sanglier, c'est à peu près 35 km/h. Donc, on ne doit pas être très très loin de ce qu'un homme est capable de courir sur une courte distance. Un homme entraîné, quoi. Pas moi. On parlait du poids du sanglier il y a quelques secondes, Bruno. Eh bien justement, une des différences entre les mâles et les femelles, c'est le poids. Combien de kilos d'écart à peu près ? Allez, en moyenne, 40-50 kilos d'écart. Un sanglier mâle, les gros sangliers chez nous peuvent atteindre 110, 120, 130 kilos. Une femelle va être autour de 80 kilos, quoi, à peu près. Les oreilles du sanglier sont toujours dressées, Bruno. Est-ce que ça veut dire qu'il a une bonne ouïe ? Oui, le sanglier, en fait, dans les trois sens, la vue qui est très médiocre, l'odorat et l'ouïe sont extrêmement développés et il a vraiment ces deux sens-là qui sont les deux sens principaux, oui, tout à fait. Bruno, quand il n'est pas dérangé, le sanglier est plutôt un animal sédentaire. Est-ce qu'il vit sur un grand territoire ? Non, le sanglier, quand il n'est pas dérangé, il a un territoire qui peut avoisiner les 200-300 hectares, donc c'est pas énorme. Par exemple, ce qu'on appelle le territoire vital, c'est-à-dire on considère que pour qu'il ait une quantité de nourriture suffisante pour vivre, on considère qu'il lui faut à peu près 2000 hectares. Mais sinon, quand il n'est pas dérangé, non, et qu'il a nourriture à proximité, il vit sur un très petit territoire. C'est un animal qui vit en harde ou en compagnie. Comment sont-elles structurées ? Est-ce que mâles et femelles vivent ensemble ?
Alors non, les mâles et les femelles ne vivent pas ensemble, et je parle bien des adultes. Les compagnies sont généralement constituées de 3 ou 4 femelles suitées, c'est-à-dire accompagnées de leurs jeunes respectifs. La plus expérimentée de ces femelles impose sa loi, c'est elle qui mène la compagnie. Les jeunes mâles peuvent être dans la compagnie à partir du moment où ils ne sont pas en âge de se reproduire. Lorsqu'ils sont en âge de se reproduire, ils vivent leur vie et ils quittent la compagnie. Est-ce que la harde dort au même endroit? Comment ça se passe? Où est-ce qu'elle vit? Disons que, étant donné qu'ils sont très casaniers, effectivement, ils ont leurs habitudes. Dans la mesure où les animaux ne sont pas dérangés, ils vont avoir effectivement leur lieu de quiétude et ils vont regagner ces lieux-là régulièrement dans la journée. Pas y passer la nuit, puisque c'est des animaux qui vivent la nuit, mais y passer la journée. Alors, ils n'ont pas un endroit, ils ont quelques endroits différents où ils vont se réfugier le matin à proximité du lieu où ils se sont nourris, quoi. Évidemment, un sanglier, c'est trop gros pour avoir un terrier. Ils sont plutôt à l'extérieur, du coup, par terre? Oui. Ils sont à l'extérieur, ils sont dans les fourrés. Ils se complaisent dans des endroits un peu inextricables dans lesquels ils vont avoir leur tranquillité. Et oui, bien sûr, ils sont à même le sol. Bruno, on en parlait pour le cerf dans une précédente émission. Le sanglier, il va lui aussi utiliser des souilles et se frotter au tronc des arbres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? On est un peu dans le même registre que le cerf. Ça lui permet de réguler sa température corporelle et surtout de se débarrasser de la vermine en faisant une croûte de terre autour des insectes piqueurs, ce qui tue les insectes. C'est un animal qui est plutôt bruyant, Bruno. Quels bruits peuvent traduire sa présence? Le sanglier, dans les bruits que l'on entend lorsque on s'approche d'une compagnie, on dit que le sanglier grommelle, mais on entend souffler. Il souffle par les naseaux, ou il grogne. C'est principalement ces 3 bruits-là, quoi. À noter qu'un sanglier énervé claque des dents. Vous en avez déjà vu faire ça, Bruno? Alors non, j'ai jamais vu, mais effectivement, on dit qu'il claque des dents ou qu'il les frotte l'une contre l'autre. C'est un signe d'énervement et de mécontentement. Et en général, quand on a ce type de comportement, il vaut mieux rester à l'écart et surtout être prudent, quoi. Voilà. Il faut se préparer à courir à plus de 35 km/h. Voilà, il faut se préparer à courir. Autre indice également qui traduit la présence du sanglier, c'est bien sûr son empreinte vraiment caractéristique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Parce qu'à la radio, on ne peut pas la montrer, mais il y a quand même des éléments stables. En fait, le sanglier a une empreinte qui se reconnaît assez facilement. Un cerf et un chevreuil ont 2 doigts. Le sanglier a 4 doigts, c'est-à-dire qu'on a le sabot. Et à l'arrière, comme les cochons domestiques, il y a 2 ergots, qu'on appelle des doigts, qui viennent marquer la terre quand elle est suffisamment meuble. Donc en fait, on a le sabot et on a 2 petits trous à l'arrière qui sont les 2 doigts qui démontrent que c'est vraiment un sanglier, quoi. Une empreinte assez large quand même et un espacement entre les 2 sabots qui est plutôt plus large qu'un cervidé. Avec son long groin qu'on appelle le boutoir, le sanglier va retourner la terre pour se nourrir. Quelle est sa technique? C'est très assimilable à la charrue. Le sanglier a une morphologie qui lui permet de fouisser, puisque il a une musculature et un cou extrêmement puissant. Donc il se sert de son groin comme d'un socle de charrue, c'est-à-dire qu'il l'enfonce dans la terre tout en poussant. Et donc il retourne la terre pour y chercher les vers, les insectes, les racines, etc. C'est un animal qui est omnivore. Ça veut dire qu'il mange de tout, même parfois des animaux? Ah oui, il peut manger des fruits, il peut manger des insectes, il peut manger des végétaux, il peut manger de la viande, il va manger tout ce qu'il trouve, tout à fait, oui. Voilà, et c'est pour ça qu'il est parfois même nécrophage. Voilà, tout à fait, le sanglier peut être nécrophage. Oui. Il y a, Bruno, un vocabulaire spécifique pour désigner les sangliers suivant leur âge et leur sexe. Lemme, marcassin, pouvez-vous nous expliquer tous ces termes et à quel moment de la vie du sanglier on doit les utiliser? Alors, le marcassin, c'est de la naissance jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire c'est à peu près la durée durant laquelle le bébé sanglier va être rayé avec ses rayures qui lui permettent d'avoir un excellent camouflage. Au bout de 6 mois, on va appeler ça une bête rousse, c'est-à-dire qu'en fait, ces rayures disparaissent et ils ont une tendance à avoir une teinte plutôt un peu rousse, et ce pendant à peu près encore 6 mois. Au bout d'1 an, on dira que c'est une bête de compagnie, c'est-à-dire qu'ils suivent la compagnie, en compagnie de leur mère, de 1 an à 2 ans. À partir de 3 ans, on appelle ça un tiers-an ou un ragot, R-A-G-O-T,
À 4 ans, on appelle ça un quatardier. Et ensuite, on aura plutôt tendance à avoir des solitaires. Le rut, il va avoir lieu d'octobre à janvier. Comment se déroule la période de reproduction ? Elle va avoir lieu principalement en décembre. Si la quantité de nourriture est abondante, elle peut commencer plus tôt. Mais en général, une grosse partie du rut se déroule en décembre. L'allée principale, qui est la meneuse, la plus expérimentée, c'est elle qui a ses chaleurs en premier. Et le fait qu'elle ait ses chaleurs, elle déclenche les chaleurs des autres laits de la compagnie. Pour indiquer au mâle qu'elle est réceptive, elle va laisser un certain nombre d'indices sur les végétaux, avec des glandes, etc., qui vont permettre aux mâles, qui eux vont parcourir beaucoup de kilomètres parfois pour trouver la compagnie qui les intéresse avec les laits en chaleur. À partir du moment où le mâle va arriver sur une compagnie, il va commencer par chasser les autres mâles. Souvent, c'est des jeunes. Quand il y a deux mâles de même corpulence, je dirais qu'il y a des combats qui s'engagent, comme lors du rut du cerf. Bon, ils sont pas souvent mortels, ça peut arriver. Ils sont, par exemple, extrêmement spectaculaires. Et puis, une fois que le mâle a pris le contrôle de la compagnie, il va rester avec la compagnie 3-4 semaines, le temps de couvrir la totalité des femelles qui vont avoir leur chaleur les unes après les autres. La laie, elle va mettre bas de 2 à 10 marcassins. Et je crois que les marcassins, ils vont être capables de la suivre assez rapidement, la maman. La laie, elle est construite un nid qu'on appelle un chaudron. C'est environ un cercle qui va faire 1 mètre de diamètre, qui va être un peu douillé avec des feuilles, de la mousse, ce qu'elle va trouver d'un peu sympathique pour accueillir des bébés, quoi. Elle mettra bas dans le chaudron. Et puis, ils vont rester dans ce chaudron à peu près 1 semaine. Au bout d'1 semaine, la laie va tolérer qu'ils puissent sortir du chaudron et vagabonder aux alentours. Et je dirais qu'à la bout de la 3e, 4e semaine, ils suivent la laie, qui là, à ce moment-là, réintègre la compagnie, puisque au moment où elle met bas, elle s'isole durant quelques semaines pour les premières semaines de l'élevage des jeunes. Et il faut savoir, mais on le sait en général, que la laie, elle peut être assez agressive si elle sent que ses petits sont en danger. Elle peut même aller jusqu'à attaquer un chien. Quels sont les bons réflexes à adopter, Bruno ? Le premier des réflexes, c'est déjà d'éviter de s'approcher d'une laie avec ses jeunes. Le deuxième réflexe, c'est d'éviter d'être entre les jeunes et la laie, puisque c'est souvent dans ces coups de temps-là où il y a le plus de risques. C'est quand on va s'interposer entre les jeunes et la laie voudra rejoindre les jeunes pour les protéger, et donc elle va se débarrasser de ce qu'il y a entre. Le réflexe de base, c'est de ne pas s'approcher et puis d'éviter effectivement de s'interposer entre les jeunes et la laie. Et le troisième, mais dans la nature c'est quand même peu fréquent, c'est d'acculer une laie avec ses jeunes dans un endroit où elle n'a pas d'échappatoire, et donc le seul échappatoire qu'elle aura, c'est d'aller au contact. Et il faut savoir aussi, Bruno, que s'il y a beaucoup de nourriture à disposition, il peut y avoir plusieurs portées dans l'année, ou en tout cas dans les 2 ans. Oui. En fait, il y a des études qui ont démontré que lorsque la nourriture est abondante, les laits peuvent avoir 2 portées dans l'année. Oui, tout à fait. Comme une laie qui a eu une portée qui est détruite très tôt, fera une portée de remplacement quasiment dans la foulée. D'après ce qu'on peut comprendre de ce que vous nous expliquez, Bruno, les petits marcassins, ils sont plutôt élevés par leur mère, du coup par les laits ? Oui, les jeunes sont élevés essentiellement par les mères, puisque les mâles ne vivent pas dans la compagnie. Les mâles sont présents dans la compagnie lors de la reproduction, durant leur première année, voire parfois ils y passent une deuxième, mais ensuite ils vivent leur vie et forment eux-mêmes des compagnies de jeunes mâles. Voilà, donc ils restent dans la harde un petit moment avant de partir, ces jeunes. Oui, tout à fait. Ouais. Généralement, c'est 1 année, mais ça peut être 2 ans. L'animal est plutôt nocturne, Bruno. Est-ce que c'est pour échapper à son principal prédateur qui est l'homme, ou est-ce que c'est par nécessité morphologique ? Non, alors clairement, aucun animal ou très peu d'animaux sont, sauf je pense aux chauves-souris ou autres, mais en termes de mammifères terrestres, je dirais à 4 pattes, très peu sont obligés de vivre la nuit. Ils vivent la nuit uniquement parce que ils ont bien compris qu'il y a beaucoup plus de danger la journée que la nuit et qu'ils y sont beaucoup plus tranquilles. Donc ils se sont adaptés, mais dans les endroits extrêmement tranquilles, et
Donc moi je peux parler de mon expérience personnelle pour avoir été plusieurs fois dans les Abruzzes au centre de l'Italie. On y rencontre les sangliers très tard le matin. Quand je dis très tard, c'est 11h du matin, des compagnies en plein champ. On y rencontre les cerfs aussi toute la journée, etc. Les animaux vivent très bien la journée à partir du moment où ils sont tranquilles. Et alors qu'est-ce qu'ils vont faire les sangliers dans la journée ? Ils sont très peu actifs dans la journée, surtout dans nos environnements en France. Ils sont très peu actifs. Ils vont se remiser dans les coins où ils sont tranquilles. Ils vont dormir, ils vont chahuter pour les jeunes. Il m'est pas rare d'être à l'affût dans un chemin, d'entendre des sangliers grogner une grosse partie de la journée, mais ils se déplacent pas, quoi. Je veux dire, des fois ils peuvent être à 50, 100 mètres de moi, puisque je les entends. À aucun moment je les vois, ou si je les vois, c'est très tard, quoi. Donc non, ils sont sur place, ils se reposent, ils attendent que la nuit tombe. On parle souvent des coulées des animaux. Là, c'est pareil. Là, ses habitudes, le sanglier, il passe souvent au même chemin. Oui. Oh, le sanglier, on appelle ça des autoroutes. Hein. Le sanglier, de par sa morphologie et de par sa population, c'est-à-dire en fait, quand une compagnie de sangliers se déplace, il y a plusieurs animaux dans la compagnie, donc forcément, ça laisse des traces. Et comme ils passent, ils ont leur coulée réellement préférentielle, c'est clair que ça forme de belles autoroutes qui sont assez visibles et assez facilement reconnaissables. Oui. Quels sont les dérangements, les menaces qui peuvent pousser des sangliers à changer de territoire et à encore devoir s'adapter pour survivre ? Qu'est-ce qui les dérange aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui va déranger les sangliers, c'est la modification de leur environnement, de leur milieu, par l'industrialisation ou bien soit par des travaux de coupe dans une parcelle, etc. Et puis ensuite, c'est les dérangements répétés qui peuvent être occasionnés par la chasse. Pourquoi je parle de la chasse ? Parce que comme ils sont souvent remisés dans des endroits assez inextricables, c'est souvent les chiens qui les délogent et qui vont les pousser pour qu'ils sortent en milieu ouvert pour pouvoir être tirés, quoi. Donc c'est essentiellement les raisons qui font qu'ils se délocalisent. Les sangliers, ils sont craintifs, Bruno, voire agressifs, on l'a dit, s'ils se sentent en danger. Est-ce que ça les rend plus difficiles à photographier ? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Moi, j'ai toujours trouvé que la photographie animalière en France était compliquée. C'est pas spécifique aux sangliers, c'est spécifique à la pression qu'on exerce sur le milieu, l'environnement. Et donc, dans des endroits où ils sont peu inquiétés, je dirais qu'ils sont relativement facilement accessibles. D'autant plus que c'est pas un animal d'une grande discrétion, comme on le dit, on l'entend grogner, etc. Donc il se repère à l'oreille, même lorsqu'on ne le voit pas, contrairement à un chevreuil ou des choses comme ça. Ensuite, je dirais que il n'est pas extrêmement compliqué, il n'a pas une bonne vue, donc si on est à bon vent et qu'on est discret, je veux dire, il n'est pas plus difficile à photographier qu'un autre animal. C'est surtout le fait que il a totalement adapté son mode de vie à une vie nocturne. Et je dois dire que moi, je vois des chevreuils, je vois des cerfs, mais je vois très peu de sangliers. Pourtant, je sais qu'il y en a, vu les dégâts que j'ai dans ma région. Mais on les voit très peu, parce qu'ils sortent très tard et rentrent très tôt. Quelles sont les scènes les plus mémorables que vous avez pu observer, Bruno ? J'ai une anecdote. Je devais me rendre d'un point à un autre. Sur le chemin que j'empruntais, il y a une compagnie de sangliers qui est venue s'installer en plein jour. On était dans un lieu tranquille. Donc j'ai attendu, forcément. J'ai fait quelques photos, etc. Le problème, c'est que ils s'y trouvaient bien. Donc le temps durait. Et donc je voyais leur tournée et que j'arriverais en retard pour l'affût pour lequel je me destinais. Donc j'ai décidé de me lever et d'avancer. Mais je me suis dit, on verra bien. Donc j'ai avancé. Donc à ma grande surprise, étant donné que j'étais à bon vent, ils m'ont pas capté tout de suite. Je suis arrivé relativement près et lorsqu'ils m'ont capté, ils se sont bloqués. Ils ont grogné comme ils font quand ils voient un danger. Et au premier grognement, tout le monde s'est éparpillé et s'est sauvé. Et je raconte cette anecdote parce que quand j'entends les gens dire que un sanglier c'est dangereux, oui, c'est dangereux quand il est blessé, quand il est acculé, quand il a des jeunes, mais sinon, il est comme tous les autres, il se sauve.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre plus belle photo de sanglier, Bruno ? J'ai une photo que j'aime beaucoup parce qu'en fait, le sanglier est un animal qui n'est pas facile à photographier. C'est pas un animal très photogénique. Il a souvent le groin au sol, en train de fouiller, pas souvent la tête relevée, donc on a souvent des photos qui sont pas très esthétiques. Et moi, j'ai eu une chance il y a quelques années de faire toute une compagnie. Il y avait 7 ou 8 bêtes, je crois, qui se dirigent sur moi, tous en file indienne, tous la tête levée, dans un chemin qui était plutôt sympathique. Donc la photo est sympa parce que c'est rare d'avoir autant d'animaux avec la tête visible, quoi. C'est une photo que j'aime bien. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces précisions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent découvrir vos photos, rendez-vous sur votre page Facebook, c'est facile de vous trouver. On tape Bruno Pasquier. Pasquier, ça s'écrit Pasquier. Merci beaucoup Bruno et puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de 100% Nature. Merci Sandra. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.